Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Artefia. Mon nom est Patrice Amiotte, je suis photographe nature et paysage et je vous propose aujourd'hui une courte vidéo concernant Photolab 8. Donc je vous avais promis il y a quelques semaines mon appréciation sur ce logiciel de traitement ou de retouche photo. Écoutez, ça ne sera pas mon appréciation finale parce que je veux quand même me donner encore un peu de temps. Il me reste à peu près une quinzaine de jours à l'essai gratuit. Mais étant donné qu'actuellement, voyez-vous, chez moi au Québec, là où je demeure, hier on a eu un peu de neige, donc et oui, ça commence. Nous sommes le 15 octobre et il fait à peine 1 ou 2 degrés Celsius à l'extérieur, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va se mettre à l'ordinateur et on va faire une vidéo là-dessus. Je vous le dis tout de suite, il va y avoir une deuxième vidéo qui va suivre immédiatement. En fait, je vais les publier simultanément et qui va être beaucoup plus longue, là, près de 60 minutes. Et je vais couvrir un peu plus en détail le flux de travail que j'ai commencé à élaborer. C'est loin d'être final, là, hein, je vous le dis tout de suite. Mais pour ceux et celles que ça intéresse, ben, vous pourrez jeter un coup d'œil à cette deuxième vidéo-là. Donc, celle-ci va être vraiment courte et je vais plutôt faire ressortir ce que, à mon avis, j'ai trouvé comme avantage, mais aussi comme désavantage. Cela dit, je ne suis en aucune sorte payé par la compagnie DxO, donc mon opinion, là, je suis tout à fait libre de mon propos. Alors, on va commencer immédiatement. On va passer à l'écran, si vous voulez bien. Alors, vous voyez actuellement l'interface et je vais commencer, je vais détailler, je vais passer au travers des avantages au fil du flux de travail, si vous voulez, mais encore là, très brièvement. Si vous voulez plus d'informations, je vous recommande tout simplement d'aller jeter un coup d'œil à ma deuxième vidéo. Vous allez avoir le lien en description. Alors, la première chose, ça n'a aucun rapport à l'interface, là, c'est le prix. Donc, si on compare à d'autres logiciels, et pour ne pas le nommer, là, mais la suite Adobe, que ce soit Lightroom, Lightroom classique, Camera Raw et bien entendu Photoshop, où vous devez payer de façon récurrente une mensualité. Donc, éventuellement, au fil des années, ça fait un bon paquet de fric. Dans le cas de DxO et de Photolab, alors c'est un montant forfaitaire, un montant que vous payez de façon unique. Ben, du moins, on dit unique, là, mais lorsqu'il y a des modifications majeures, donc l'entreprise va sortir une nouvelle version, comme là c'est le cas avec la version 8. Alors voyez-vous, puis là je vous donne les prix que vous allez pouvoir retrouver directement sur le site de DxO. Alors pour quelqu'un qui n'a pas le logiciel du tout, vous avez deux versions. Vous avez la version essentielle et vous avez la version élite. La version essentielle a moins de composantes, donc elle est 139 US. C'est comme ça qu'elle est affichée sur le site. Donc, que vous soyez du côté européen ou du côté canadien, ben, je vous laisse le soin d'utiliser le taux de change que vous avez actuellement. Donc, 139 pour la version de base et la version élite, donc la version qu'on a automatiquement lorsqu'on participe à l'essai gratuit, c'est 229 US. Alors, c'est plus ou moins 90 là, de US d'écart entre les deux. Pour ceux et celles qui ont déjà la dernière, ben, en fait, la version précédente de Photolab, ben là, la mise à jour, voyez-vous, elle est 99 US. Donc oui, il y a toujours une question d'argent, éventuellement, là, lorsque des versions majeures sont implantées, mais il reste que vous pouvez rester avec votre ancienne version là, si elle vous convient. Alors ça, c'est le premier avantage qui est quand même pas négligeable. Si je calcule juste dans mon cas, avec le nombre d'années que j'utilise la suite Adobe Photo, ben, personnellement, en fait, j'aime autant pas faire le calcul là, parce que ça va être dans les 4 chiffres. Là.
Alors, le deuxième avantage, c'est le flux de travail. Alors, ce que j'entends par flux de travail, c'est qu'il est beaucoup plus, à mon avis, encore là, il est beaucoup plus simple dans Photolab. Euh, c'est au fil des années dans Lightroom, que ce soit Lightroom, la version standard ou la Lightroom classique, ou Camera Raw, là, c'est presque la même chose. Le flux de travail est quand même assez simple, mais le temps d'adaptation ou la courbe d'apprentissage est quand même assez longue. Quoique ça l'est beaucoup plus du côté de Photoshop. En fait, Photoshop, je ne sais même pas si quelqu'un peut prétendre être en mesure de tout savoir dans Photoshop. Je ne crois pas, là, mais bon, c'est mon humble avis. Alors c'est ça. Donc, ce que j'ai trouvé à date, c'est que le flux de travail est beaucoup plus simple. Donc, je trouve que c'est un logiciel qui est beaucoup plus adapté à tous ceux et celles qui débutent en photographie ou qui ne veulent pas nécessairement investir énormément de temps dans de la formation en ligne ou par des lectures, par exemple. Donc ça, c'est un point majeur, là. Et ça n'enlève absolument rien à la qualité du résultat final. Le troisième avantage, et c'est probablement un des majeurs, c'est l'outil de débruitage, je vais l'appeler comme ça, là, qu'on va retrouver dans Photolab. Et ça, on va le retrouver, voyez-vous ici, je vais en parler dans quelques instants, là, lorsque je vais reparler du flux de travail. Là. Donc, là, vous avez ici la première option qui est tout ce qui est lumière. Vous avez le deuxième bloc, je vais appeler ça un bloc, là. Vous avez tout ce qui a trait à la couleur. Et le troisième, donc là, on tombe vraiment dans la spécialité là, de DxO, qui est le débruitage. Alors, vous l'avez ici. Donc, par défaut, lorsque vous ouvrez une photo dans le logiciel, après l'avoir téléchargé sur votre disque dur, il y a déjà un débruitage qui est fait. Sauf que, voyez-vous ici, vous avez trois autres options. Vous avez Prime, Deep Prime et vous avez Deep Prime XD, XD2S. Alors, il ne faut pas s'en priver. Moi, j'utilise automatiquement la dernière option, la plus récente et la plus puissante. Alors, ça, c'est un avantage parce que si vous n'avez pas Photolab, vous pouvez acheter ce qu'on appelle, c'est un logiciel d'appoint qui est DxO Pure Raw. La dernière version, c'est la quatrième. Donc, je l'utilise actuellement. Donc, quand je travaille avec Lightroom, par exemple, ou Camera Raw, donc avant de faire le post-traitement dans Lightroom ou Camera Raw, je dois passer mes photos dans Pure Raw. Puis après, je vais tout simplement travailler mes photos avec Lightroom ou Camera Raw. Donc, c'est très important. Alors, c'est un très gros avantage parce que vous n'avez pas à le payer. Moi, dans mon cas, le DxO Pure Raw, j'ai dû le payer, c'est aux alentours de 80 $ si ma mémoire est bonne, là, ça fait presque un an que je l'ai. Et ça fait un travail remarquable. En fait, c'est la même chose, sauf que là, si vous avez le logiciel Photolab, ben, il est déjà compris à l'intérieur, c'est dans le prix. Donc, ce n'est pas négligeable si j'enlève, par exemple, 80 $ plus ou moins aux 229 $, ben, le logiciel n'est pas si cher que ça, là. D'accord? Alors, ça, c'était un autre avantage qui n'est pas négligeable. Le prochain avantage, là, je me redirige dans la photothèque. Si vous avez remarqué, en haut à gauche, vous avez photothèque et personnalisé. Donc, photothèque, c'est vraiment là où vous avez tous vos répertoires. Personnalisé, c'est l'équivalent du module de développement dans Lightroom, tout simplement. Alors, pardon. Alors, dans photothèque, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas la notion de bibliothèque qu'on va retrouver dans Lightroom classique. On n'a pas cette notion-là, je vous le dis tout de suite, pour ceux et celles qui utilisent Lightroom, mais ceux qui utilisent Lightroom classique, vous avez la notion de bibliothèque. Personnellement, j'aime plus ou moins ça. Et là, quand j'ai ouvert Photolab la première fois, j'ai vraiment aimé le fait que vos fichiers, quand vous importez vos photos sur votre disque dur,
bien, vous les organisez vous-même déjà dans votre arborescence. On peut le voir ici, là, étant donné que je suis dans Photothèque, je vois toute mon arborescence ici. Et je télécharge mes photos et je les organise simplement de cette façon-là. Je n'ai pas besoin, après, de les importer dans une bibliothèque. Alors ça, c'est génial. Il y a aussi le concept de collection qu'on retrouve dans Lightroom classique. Mais on a quelque chose de similaire ici. Vous le voyez ici en bas. Ils ont intitulé ça « Projet ». Alors, c'est tout simplement un tag ou une étiquette qu'on va mettre à certains fichiers, à des photos, ils peuvent être un peu partout sur votre disque dur, peu importe, aussitôt qu'ils ont cette étiquette-là. Ben, par exemple, si je prends l'exemple de la Gaspésie, bon, ben, j'aurais pu créer un projet que je nomme Gaspésie, et peu importe au fil des années où mes photos sont enregistrées sur mon disque dur, si je les mets dans le projet Gaspésie, je vais pouvoir les retrouver facilement. C'est un peu le même principe des collections. Alors voilà, donc ça pour moi c'est un avantage, c'est beaucoup plus simple, mais on retrouve la même chose pour ceux qui utilisent la version Lightroom, tout court, là, pas Lightroom classique. L'autre chose aussi qui est intéressante dans le module personnalisé, on le voit ici, là, en fait, l'icône est très similaire à celui qu'on va retrouver dans Photoshop et dans Lightroom. Alors, c'est l'outil de retouche qui est ici. Et il fonctionne très bien. Je l'ai essayé, je vais faire un essai là, immédiatement avec vous. Alors ici, on a le pinceau, on peut aussi, en fait, voyez-vous ici sur cette photo-là, là, on voit l'ombre de mon trépied. Alors, je vais tout simplement sélectionner. Alors, je fais tout simplement peindre par-dessus, grossièrement, et voyez-vous le résultat. Donc, c'est quand même bien. C'est sûr que là, il faudrait refaire d'autres retouches, parce que si vous remarquez ici, j'ai exactement, là, il est allé prendre exactement l'information des pixels qui sont à gauche, là. Donc, c'est sûr qu'il y a une répétition dans le pattern, là, dans le design. Donc, ça, oui, il y aurait encore d'autres retouches à faire. Ceci dit, on peut aussi modifier notre masque. On a ici la gomme à effacer et on peut modifier notre masque. Donc, c'est similaire, si on veut, à Lightroom. Je vous dirais que là-dessus, les outils de Lightroom et Photoshop sont un cran, même peut-être même 2 crans plus puissants que ce que je retrouve dans Photolab. Mais n'empêche, pour faire des retouches de base, c'est correct. Là. Même je vous dirais, c'est parfait. Alors, on peut, la même chose, ici, on a un contour progressif. Donc, c'est tout simplement, si vous regardez, là, il va y avoir un effet, regardez. Donc, tout ce qui dépasse, vous voyez, on a une zone qui est rouge foncé, puis après, on a un deuxième cercle, donc il va y avoir un dégradé qui va se faire. On a la même chose à peu près dans tous les logiciels de retouche. Et on peut aussi modifier l'opacité, on l'a ici. Donc, voyez-vous, là, le centre rouge maintenant est beaucoup plus pâle parce que je l'ai modifié. Donc ça va dépendre de la retouche que j'ai à faire. Alors, je peux réinitialiser aussi et tout va revenir comme c'était. Et voilà. Donc, je l'ai mis comme avantage, mais en fait, ce n'est pas vraiment un avantage, mais c'est un outil essentiel que l'on doit retrouver dans un outil de retouche et Photolab nous le permet. Maintenant, au niveau des désavantages, le désavantage majeur que je trouve à Photolab, c'est que lorsque vous avez à faire soit des panoramas ou du photostacking, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, alors là, ça devient un brin plus complexe. C'est-à-dire que vous allez devoir prendre votre photo et vous allez devoir passer soit à Lightroom, soit à Photoshop ou encore à un autre logiciel tiers en fait pas un logiciel tiers, mais un autre logiciel, là, par exemple, je pense à de la photo HDR, donc par exemple du focus stacking, ça va vous prendre, comme je crois, luminosité, ça prend un autre logiciel. Donc, malheureusement, Photolab n'offre pas cette option-là, là où on la retrouve dans Lightroom et on la retrouve dans Photoshop. Donc, ça, c'est un peu malheureux. Je vous dirais, c'est pas que c'est très compliqué de passer d'un à l'autre, mais c'est que vous devez quand même avoir Photoshop ou Lightroom pour pouvoir vous débrouiller si vous avez à faire justement des panoramiques ou du photostacking.
Donc ça, c'est un petit moins que je trouve à Photolab. J'en parle un peu plus en détail dans la longue vidéo que vous allez pouvoir retrouver aussi. Donc, là, je vais vous démontrer comment on procède pour passer d'un à l'autre. Je ne vais pas l'expliquer ici, ce serait beaucoup trop long. Alors, l'autre petit désavantage aussi qu'on retrouve et que c'est vraiment très pratique, vous avez ça dans Lightroom et dans Camera Raw, c'est le fait de pouvoir enlever des poussières. Vous avez vraiment dans Lightroom la possibilité de regarder votre photo et de mettre un masque très particulier. C'est vraiment pas complexe, je pourrais en reparler éventuellement, là. Le but n'est pas de faire cette démonstration-là ici, mais vous pouvez voir les poussières soit sur le capteur ou sur votre objectif. Je suis allé faire des recherches un peu, il a fallu que je travaille fort pour trouver quelque chose. Oui, il y a une façon de faire dans Photolab, mais encore là, c'est pas que c'est complexe, mais écoutez, il faut faire plusieurs pas pour y arriver. Donc, vous n'avez pas l'option, comme vous allez la retrouver dans Lightroom, où vous avez vraiment l'option, elle est vraiment écrite. Vous cliquez sur le bouton, vous voyez vos poussières, vous les enlevez, merci, c'est terminé. Tandis que là, ça va être plus complexe et il faut vraiment aller chercher l'information. Si jamais il y a des gens, des auditeurs là ou des gens qui visionnent ce tutoriel-ci, alors si vous voulez savoir où, écrivez-moi, puis je vous donnerai le lien. J'ai trouvé une vidéo, elle est en anglais, c'est un Américain qui l'a fait et qui démontre la façon de procéder. Personnellement, là, je préfère de loin, de très très loin, Lightroom. Alors, c'est ça. Maintenant, pour ce qui est aussi, un autre petit désavantage, c'est au niveau de ce que je vais appeler les retouches cosmétiques avancées. Là, malheureusement, du moins avec ce que j'ai découvert pour le moment, Photolab n'offre pas vraiment la puissance principalement de Photoshop, mais de plus en plus aussi de Lightroom, parce que pour ceux et celles qui ont Lightroom actuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lors de la dernière version, il y a quelques mois, Lightroom a incorporé de plus en plus de fonctionnalités avancées qui proviennent de Photoshop, entre autres pour le côté cosmétique avancé. Alors, et puis ça, malheureusement. En fait, c'est que ça intègre l'intelligence artificielle maintenant. Et je dois l'avouer, ce sont vraiment des fonctionnalités qui fonctionnent à plein régime. Donc, oui, on ne retrouve pas cela dans Photolab. Un dernier petit désavantage aussi, des fois c'est juste des petites choses, là, mais vous avez un mode de fonctionnement dans Lightroom qu'on appelle le mode solo. Et ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous ouvrez par exemple, ici on a plusieurs, voyez-vous, là, je dois dérouler de haut en bas. J'ai plusieurs options ici ou plusieurs catégories à l'intérieur du module. Et dans Lightroom, au lieu de dérouler à l'infini, on a ce qu'on appelle le mode solo. Et le mode solo permet que lorsque vous avez terminé d'une option et que vous cliquez sur l'autre option, bien, celle sur laquelle vous étiez précédemment se ferme. En fait, elle ne disparaît pas, mais elle va tout simplement être réduite. C'est vraiment très pratique au lieu de se promener de haut en bas avec le curseur. Donc ça, je ne sais pas si jamais quelqu'un de DxO visionne cette vidéo-là, ce pourrait être vraiment un petit plus, si on veut, au logiciel. Alors voilà, donc grosso modo, là, vraiment très rapidement, parce que vous allez retrouver toute l'information dans la plus longue vidéo, mais vous avez deux panneaux principaux, à savoir la photothèque. Donc comme j'expliquais, vous avez ici, en fait, vous voyez votre disque dur, pareil comme si lorsque vous naviguez, que ce soit dans la suite Microsoft Office, c'est un exemple, là, que ce soit dans Word, dans Excel, dans PowerPoint. Alors, vous pouvez vraiment là, travailler à partir de votre arborescence. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Vous avez votre onglet projet, bien entendu. Puis, par après, vous avez l'autre option qui est personnalisée ou ce que j'appelle le module de développement.
Et là, bien entendu, vous pouvez aussi personnaliser votre interface. On peut aussi, par exemple, cette portion-ci, je pourrais, un peu comme dans Lightroom, je peux tout simplement la tasser ou je la ramène tout simplement. Euh, Vous avez ici toute votre histoire. Ça, c'est curieux, hein, parce que c'est quand même une compagnie française. Et voyez-vous ici, on le voit bien, c'est le titre là, déplacé, zoomé. Quoique zoomé, je ne sais pas si c'est vraiment français, mais bref. Puis ici, on a tout l'historique, mais c'est Advanced History. Je ne sais pas pourquoi ici c'est en anglais, puis bon, bof, enfin, peu importe. Euh, Cela dit, vous pouvez changer à même, je crois que c'est dans édition, ouais, c'est dans préférence, vous pouvez aller changer plusieurs choses, dont la langue. OK? Donc, elle est disponible en plusieurs langues. Je vous conseille aussi d'aller faire un tour ici avant de commencer à utiliser de Photolab, d'aller vraiment jeter un coup d'œil ici et faire les modifications que vous voulez. Ça peut quand même être assez important. C'est pas très complexe, là. J'en parle, il me semble que j'en parle un peu dans ma vidéo un peu plus longue. Alors voilà. C'est un peu aussi comme tous les logiciels de développement, de retouche, pardon. Vous avez plusieurs façons de faire les choses. Alors, vous avez vos outils qui sont ici avec les modules que j'ai déjà parlé, à savoir la lumière, la couleur, le débruitage. Ça ici, vous avez tout ce qui est géométrie. Donc, moi, par exemple, quand je travaille une photo, j'aime bien recadrer tout de suite ma photo. Vous pouvez le faire à partir d'ici, ok? On le voit ici, l'outil de recadrage, ou vous pouvez tout simplement l'utiliser dans le haut. Voyez-vous, c'est deux façons de fonctionner. C'est très très simple à faire. Voyez-vous, je clique sur le bouton, je peux changer le ratio. Donc, si par exemple je veux la faire en panneau, alors voilà, j'y vais en 16:9. Alors, je vais glisser comme je veux et je ferme et voilà, c'est fait. Et je ne perds absolument rien. Si je veux revenir ou si je veux, par exemple, je change d'idée, je veux faire un carré, aucun problème, on revient et puis on change tout simplement notre ratio. Alors là, je vais prendre un carré. C'est magnifique avec l'ombre. Hein? Et voilà. Donc, c'est très facile. C'est ça que je vous disais, là, c'est très intuitif. Donc, il n'y a rien de vraiment très, très complexe. Vous avez aussi le petit module de fonction. Tout ce que je vois d'intéressant ici, c'est pour ceux et celles qui veulent ajouter soit un logo personnel ou une signature. Vous pouvez l'activer tout simplement en cliquant ici. Et vous pouvez ajouter un logo ou sinon écrire du texte tout simplement. Et le dernier petit module qui est vraiment hyper important, c'est le module de retouche locale. Donc ça, vous avez, pour ceux et celles qui connaissent la Nik Collection que DxO a pris en charge de plusieurs années, que je crois qu'ils ont acheté de Google, vous avez, ce sont à peu près les mêmes outils, à savoir les points de contrôle qu'on utilise beaucoup dans la Nik Collection. On a ici le filtre gradué qui est, je vous dirais, identique à ce que vous pouvez utiliser avec Lightroom. Alors, vous voyez, donc je vais tout simplement assombrir mon ciel. Voilà, c'est fait. Vous pouvez jouer avec les tonalités ici, les tons clairs. Oui, ça, c'est peut-être un avantage que j'ai oublié de mentionner. C'est au niveau des tons moyens. Vous l'avez ici dans les retouches locales. Je vais juste terminer celle-là, mais je vais retourner ici dans la couleur. En fait, non, c'est dans la lumière. Donc, vous avez les tons moyens ici. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant que vous n'avez pas dans Lightroom. En fait, on l'a, mais il faut vraiment aller dans une autre option. C'est comme un peu caché, si on veut, dans Lightroom. Il faut vraiment le savoir. J'en ai déjà parlé aussi dans une des vidéos que je fais. Je démontre un peu mon processus, mon flux de travail avec Lightroom classique. J'en parle un peu, donc allez jeter un coup d'œil si vous voulez savoir de quoi je parle. Mais ici, on l'a, c'est écrit directement. Alors ça, c'est un plus. Puis un autre plus que j'ai oublié de mentionner, et puis c'est ici au niveau de... En fait, c'est si vous voulez augmenter votre contraste, c'est que dans votre courbe de niveau, vous avez une courbe supplémentaire qui est uniquement au niveau de la luminance. Ça,
Merci DxO, c'est merveilleux. Parce que lorsque vous travaillez, par exemple, dans Lightroom ou dans Camera Raw et même Photoshop, et que vous jouez avec votre courbe ici, OK? Ce qui arrive, c'est que lorsque, là, je fais une courbe traditionnelle en S pour augmenter là, le contraste, là, bon, peu importe, là, je la mets comme ça. Mais ce qui arrive, c'est que ça va automatiquement augmenter la saturation des couleurs. Et personnellement, lorsque je veux travailler ou augmenter, si vous voulez, mon contraste, je ne veux pas toucher à mes couleurs. Mes couleurs, je vais les travailler toutes seules de leur côté. Alors, dans ce cas-ci, on va utiliser la courbe de luminosité. Et ça n'affectera pas. Voyez-vous là, je ne sais pas si vous avez remarqué là, mais ça n'affectera pas les couleurs, ça n'affectera pas la saturation. Ça, c'est génial. Il y a une façon de contourner, pas dans Lightroom, mais il va falloir y aller dans Photoshop, puis de changer notre mode et passer en mode Lab. LAB. Et là, on va pouvoir augmenter notre contraste sans affecter les couleurs. C'est une autre histoire. Donc, vous voyez là, ça c'est plus complexe avec la suite Adobe. Probablement jusqu'à ce que Lightroom le fasse, probablement que ça va arriver un de ces jours. Alors ça, c'est un autre avantage que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Alors voilà, donc, parce que comme je le disais au tout début, là, en début de vidéo, je ne veux pas que cette vidéo-ci soit un tutoriel complet sur la façon de procéder avec Photolab. C'est uniquement au niveau de mes impressions. Donc, pour le moment, je vous dirais que je suis vraiment satisfait de Photolab. J'aime beaucoup travailler avec Photolab, c'est vraiment intéressant. La seule chose, c'est que j'ai investi tellement d'heures de formation au cours des dernières années dans Lightroom, dans Photoshop. Bon, Camera Raw, c'est presque la même chose là, que Lightroom, mais que c'est ça, là, Lightroom m'habite pratiquement, là, je peux pratiquement le dire de cette façon-ci, que là, d'utiliser un autre logiciel pour faire, parce que là, on ne se le cachera pas, là, je peux tout faire dans Lightroom, ce que Photolab va faire, là. C'est juste que ça va être une façon différente. Mais je vous dirais que pour quelqu'un qui commence ou quelqu'un qui n'a jamais touché à Lightroom ou Photoshop et qui se demande, soit qui travaillait avec, parce que vous savez, hein, par exemple, si vous avez une caméra Canon, vous pouvez télécharger un logiciel, je ne me rappelle plus du nom, là, mais il y a un logiciel gratuit de retouche photo qui vient avec Canon et probablement vous allez retrouver ça aussi dans plusieurs fabricants de boîtiers. Je sais que Fuji a aussi son logiciel. Donc, et je ne veux pas dénigrer, de toute façon, je ne les connais pas, ces logiciels-là. Là, j'ai déjà utilisé il y a très très longtemps celui de Canon, je ne l'ai pas aimé. Donc, pour ça, Photolab, je vous dirais, allez-y, surtout que présentement, vous avez un essai gratuit. Allez-y, ça vaut vraiment la peine. Puis l'investissement au niveau du temps de formation, la courbe d'apprentissage, elle est beaucoup plus courte, à mon avis, que celle de Lightroom ou de tout ce que vous avez du côté de Photoshop. Excusez, de Adobe. Alors, un dernier petit mot par rapport à ceux et celles qui ont visionné la dernière vidéo que j'ai faite en montagne, en Gaspésie. Vous avez sûrement remarqué à un moment donné, et je l'ai indiqué dans le bas, excusez-moi pour le son, j'avais vraiment des problèmes de son et c'est principalement dû à la caméra que j'utilise lorsque je pars léger. Donc, c'est une caméra d'action qu'on appelle, ça ici, c'est la GoPro 7. Donc, c'est une version qui n'est pas très récente et le micro est un micro directionnel. Donc, il ne faut pas que je sois très loin. Et si je bouge moindrement la tête à gauche ou à droite, le son rentre moins bien. Et s'il y a du vent, beaucoup de vent, vous allez l'entendre et vous l'avez entendu certainement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de caméra. Je viens de me procurer une nouvelle caméra qui est la DJI Osmo Action 4. Donc, en fait, ils viennent tout juste de sortir la version 5. Et pour moi, la différence entre la 4 et la 5 est négligeable pour moi, là, selon mes besoins. Et celle-ci est en vente. Donc,
ma GoPro, je viens tout simplement de la vendre sur Marketplace. Là, je dois la livrer samedi. Donc, ça va amortir le coût de celle-ci, mais c'est en canadien, je l'ai payé 349 $. Donc, c'est vraiment un bon rabais. Autrement, elle était, je crois, 420 $ et je viens de vendre ma GoPro. Donc, ça va amortir le coût. Et ce qui est intéressant, c'est que là, je vais pouvoir installer, ce que je ne pouvais pas sur la GoPro, je vais pouvoir m'installer soit un micro lavalier ou soit un micro. En fait, j'ai déjà mes micros là, avec une petite bonnette ici, qui va justement me permettre, premièrement, d'être beaucoup plus loin de ma caméra et ça va couper le son, oui, couper le vent, pardon. Donc, pour moi, c'est un investissement, mais ça va augmenter la qualité des vidéos. Et autre chose aussi, c'est que les pixels dans cette caméra-ci sont beaucoup plus gros que ceux de la GoPro. Donc, la qualité aussi, la résolution va être meilleure. Donc, j'ai bien hâte de voir les prochaines vidéos que je vais faire à l'extérieur parce que je vais utiliser cette caméra-là. Alors, sur ce, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à lever le pouce, s'il vous plaît. C'est hyper important pour ceux et celles qui font des vidéos. Vous savez de quoi je parle. YouTube va vraiment faire en sorte que plus de gens s'abonnent, pas nécessairement s'abonnent, mais qui vont pouvoir voir la vidéo. Donc, c'est très important. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Et je vous invite aussi à commenter, à poser des questions. Si par exemple, moi je vais vous en poser une question, ceux et celles qui bénéficient actuellement de l'offre d'essai de Photolab, donnez-nous vos commentaires, comment vous l'aimez. Ça peut sûrement être utile à d'autres personnes justement qui vont visionner cette vidéo-ci. Alors donc, on lève le pouce et on s'abonne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et sur ce, je vous dis bonne semaine, bonne photo, salut!